3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Hey, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et gros big up à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. On vient de fêter les 2 ans de la chaîne là et j'espère que grâce à vous on en fêtera plein d'autres des anniversaires comme celui-ci. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore impliqué là-dedans et que vous aussi vous voulez soutenir, c'est en description que ça se passe. En tout cas, Tipeee ou pas, aujourd'hui c'est un coast to coast que je vous propose. Vous allez voir, ce coast to coast, il est un petit peu particulier par rapport à ce que je fais d'habitude puisque je vais parler de basket féminin. Après, pas que, vu que je vais aussi évoquer les principaux acteurs du sport dans l'histoire de la ville de Seattle. Mais vous allez voir que grâce notamment à Sue Bird et à l'équipe du Storm, la WNBA occupe une grosse place dans la ville du grunge. Ah ouais, plus que d'autres sports majeurs, il va falloir que tu développes là. Bah t'inquiète, c'est ce que je vais faire en commençant par dresser le portrait de la meneuse. Tout ça, ça nous permettra d'avoir une idée précise du level de greatness qu'elle a déjà atteint. Ensuite, on va essayer de comparer ce qu'elle a fait à ce qu'ont fait les autres acteurs majeurs de l'histoire du sport à Seattle, et vous verrez qu'elle est plutôt riche. Là on va parler de NBA avec les Sonics, de MLB, le baseball avec les Mariners, de NFL, le foot US avec les Seahawks, et même de soccer avec les Sounders et le Reign. Ok, ça fait beaucoup, mais là tu parles de soccer et même pas de hockey sur glace? Et oui, parce que le Kraken de Seattle, équipe d'expansion qui arrivera l'année prochaine en NHL, n'a pas encore commencé la compétition. Après j'aurais pu prendre les Thunderbirds pour le hockey, mais vu qu'ils ne jouent même pas dans la ligue majeure, ça ne me semblait pas opportun, pas cohérent. Du coup désolé les hockeyeurs, on va se passer de votre sport sur cette vidéo autour de Sue Bird. Alors c'est parti, on ne perd pas plus de temps pour répondre à ma question du jour. La meneuse de jeu est-elle le GOAT du sport de l'histoire de la ville de Seattle? Pour parler de Sue Bird, commençons par le commencement et évoquons son enfance. D'origine israélienne, la petite fille est née en octobre 1980 à New York. D'ailleurs, petite parenthèse, toute sa carrière, elle gardera cet héritage de Gotham, en passant régulièrement du Biggie dans ses enceintes, mais aussi en affirmant que c'était le swag new-yorkais qui l'a poussé à faire des no-look pass. Tiens, tant qu'on est dans les parenthèses d'ailleurs, notons pour la petite histoire qu'elle fêtera ses 40 ans après-demain. Mais bref, revenons près de 4 décennies en arrière et soulignons que la petite fille des 80s s'est intéressée au sport très rapidement. Depuis toute petite, Sue était ultra dynamique et toujours souriante, mais possédait un esprit de compétition déjà bien marqué. En plus du basket, elle pratique le soccer, c'est-à-dire le foot, le tennis et le sprint, mais lorsqu'elle perdait, waouh, son sourire disparaissait. Alors vu que c'était lorsqu'elle avait la balle orange entre les mains qu'elle performait le plus, mais aussi parce qu'elle voulait suivre l'exemple de sa sœur aînée, c'est vers le basket qu'elle décide de se tourner. Le meilleur sport du monde, non? Et en fait, à 11 ans, elle ne passait déjà plus inaperçue. Lorsqu'elle joue un match exhibition avec des filles de son âge à la mi-temps d'un match universitaire de la fac de St. John, elle est si impressionnante qu'un mec de la sécu lui demande un autographe. Et ouais, il était alors sûr qu'un jour, la gamine deviendrait une star vu le talent qu'elle avait, et il ne s'est pas trompé. Peu à peu, Sue Bird grandit, et lorsqu'elle arrive au lycée, elle continue à tout péter. Lors de son année sophomore par exemple, son équipe termine invaincue et remporte le titre national. En parallèle, la jeune joueuse remporte à peu près toutes les distinctions individuelles possibles. Ah, il y a des gens comme ça, elle devait faire des envieux parmi les recruteurs de la fac. Ça c'est certain, et parmi des dizaines d'universités de renom qui étaient intéressées, c'est finalement Connecticut qu'elle choisit. Sauf que là-bas, au bout d'à peine 8 matchs... Sue Bird se fait les croisés, l'une des pires blessures pour un sportif. Mais la jeune femme est une battante, et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Pendant son absence, elle se rééduque, mais aussi elle observe, elle apprend, à tel point qu'un an plus tard, elle revient et joue un grand rôle pour mener son équipe jusqu'au titre universitaire. Boum. C'est là que le coach mythique Geno Auriemma ne la lâche plus et la rend responsable de toutes les erreurs de l'équipe. Le mec est très dur et utilise la méthode la plus bourrine pour faire de Sue Bird un leader, et vous le comprendrez vite, ces années-là ont clairement forgé son caractère de winneuse. Poussée par le désir de bien faire, tout ce que faisait la meneuse semblait simple, fluide et bien pensé, et jamais elle ne reproduisait la même erreur 2 fois. En parallèle de ce QI basket de taré, elle était une guerrière qui se jetait sur tous les ballons perdus et n'économisait jamais son énergie. Ça fait déjà une sacrée combinaison de skills. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que l'année suivante, elle inscrit un buzzer beater incroyable dans les dernières secondes d'un match face au rival de toujours, l'université de Notre-Dame. Cette action, ce match sont devenus tellement légendaires qu'ils ont inspiré un bouquin. Certains appellent même cette rencontre le plus grand match de l'histoire du basket féminin. Malheureusement, quelques semaines plus tard, Notre-Dame prend sa revanche et élimine UConn lors des demi-finales du tournoi universitaire, dommage. Mais peu importe, car après ça, Sue Bird part en mission, affirmant que plus jamais elle ne voulait perdre sous le maillot des Huskies. Et le pire, c'est que c'est ce qu'elle a fait, en permettant à UConn de terminer la saison 2001-2002 sur un nouveau titre et un bilan de 39 victoires pour 0 défaite.
What else? Ah ouais, ça rigole pas, mais elle était pas toute seule non plus, j'imagine, pour gagner tout ça. Tu imagines bien, car à ses côtés, entre autres, il y avait Diana Taurasi et Swing Cash, qui elles aussi font partie des meilleures joueuses de basket de l'histoire. Mais bon, quand même, avec 2 titres et des moyennes proches de 15 points et 6 passes lors de sa saison senior, Bird a particulièrement marqué l'histoire de l'université de Connecticut. Faut dire aussi que voir afficher son nom dans un paquet de records all-time de la fac, mais aussi terminer sa carrière universitaire sur un bilan de 114 victoires pour 4 défaites, ça pèse quand même. Du coup, forcément, on imagine aisément que lors de la draft WNBA, il y avait de la hype autour de Sue. Plus que ça, même, vu que la meneuse est choisie dès le premier choix, juste devant sa coéquipière Swing Cash. Notons d'ailleurs que cette année-là, sur les 6 premiers picks, 4 venaient de Yukon. C'est dire si la fac avait bonne réputation. Mais du coup, maintenant, oublions un peu la NCAA et soyons focus sur la WNBA, et plus particulièrement le Seattle Storm, l'équipe qui a drafté Sue Bird. Dans la franchise du Nord-Ouest, la jeune meneuse avait l'occasion de rejoindre une autre star en devenir, en la personne de l'Australienne Lauren Jackson, qui elle aussi avait été draftée avec le first pick, mais l'année d'avant. À L2, elle mène le Storm jusqu'à ses premiers playoffs, tandis que Sue Bird, elle, obtient sa première sélection All-Star, déjà. Notons qu'en parallèle, lors d'un match contre les voisines de Portland, elle enquille 33 points, son record au scoring encore aujourd'hui. Ah ouais, la meuf, son impact est direct. Tu n'imagines même pas. En tant que rookie, elle est la joueuse la plus utilisée par son coach, ce qui n'était pas forcément très malin pour son genou, mais aussi la joueuse la plus à droite de la ligue au lancer franc, avec 91% de réussite. En plus de ça, elle finit dans le top 2 de la WNBA au pass et dans le top 8 aux interceptions. Et ouais, du coup, personne n'hésite, Sue Bird est élu en All-WNBA First Team dès sa première année, incroyable. En même temps, ça te forge une vraie expérience quand tu passes 4 ans à la fac, et je pense que certains mecs devraient s'en inspirer un peu. En tout cas, malgré son jeune âge, la meneuse, par ses choix toujours justes, donnait l'impression d'avoir un vécu de dingo derrière elle. Malheureusement, elle termina 2ème dans le vote de Rookie of the Year derrière Tamika Catchings, qui elle aussi explosait tout sur son passage. Du coup, on passe à l'année suivante et Bird continue, mais les résultats collectifs ne sont pas ouf. Alors je jump direct à la saison 2004, celle où avec l'arrivée de Betty Lennox pour former un trio de feu avec Bird et Jackson, le Storm obtient son premier titre all-time. Vous imaginez un peu, en 2002, l'équipe n'avait jamais fait les playoffs, en 2004, elle est titrée. Notons pour l'anecdote qu'en raison de sa première fracture du nez, elle en a connu plusieurs dans sa carrière, Bird a joué une bonne partie des playoffs avec un masque protecteur. Donc vous le voyez, l'ascension est fulgurante, mais les années suivantes, ça ralentit un peu. Après plusieurs années très correctes avec des playoffs mais sans finale, notamment parce que Lauren Jackson se blesse à plusieurs reprises, le Storm stagne. Vous l'imaginez, ça ne convient pas à une compétitrice comme Sue Bird. Voilà pourquoi en 2010, alors que sa pote de Yukon Swing Cash la rejoint à Seattle, Sue Bird lâche les chevaux. Déjà parlons des finales de conférence face au Phoenix Mercury, champion en titre mené par sa pote de fac Diana Taurasi. Rappelons qu'à l'époque, il suffisait de 2 victoires pour se qualifier au tour suivant. En tout cas, le Storm menait un match à 0, mais était en super mauvaise posture dans le Game 2, vu que les filles de Seattle étaient menées par 19 points d'écart. Mais imaginez que même avec ça, Sue Bird allait lâcher, c'était mal la connaître. La meneuse s'est surpassée, permettant à son équipe de revenir, mais surtout de passer devant avec un 3 points hyper clutch à 2 secondes de la fin. Bingo, qualification en finale. Sauf que l'objectif c'est le titre, et il n'est pas encore atteint. Des shoots comme ça, faudra en mettre d'autres. C'est pour ça que lors du Game 1 des finales face au Dream d'Atlanta, elle réitère nouveau game winner hyper clutch pour elle, puis sweep pour Seattle et 2e titre. En plus d'être une organisatrice de génie, Sue Bird a prouvé cette année-là, mais on le savait déjà qu'elle était une winneuse, mais en plus que de la glace coulait dans ses veines. Malheureusement, la suite proche est beaucoup moins cool après ce 2e titre de 2010. Ouais, les années d'après furent marquées par de gros soucis de genoux pour Bird, qui connut plusieurs opérations, sûrement en raison des restes de sa rupture des ligaments croisés à la fac. Sa gêne se ressent totalement sur son jeu, elle fait finalement l'impasse sur la saison 2013 histoire de se rééduquer. Suite à ça, en 2014, son retour se fait bien, et Bird obtient pour l'occasion sa 8e sélection All-Star. Sauf qu'avec son effectif qui a beaucoup changé et qui est en totale reconstruction, le Storm peine et n'accroche même pas les playoffs. Si mes calculs sont exacts, là elle a 34 ans, alors avec un genou qui lâche et des résultats collectifs qui sont de moins en moins bons, ça sent un peu le crépuscule de sa carrière, non? C'est vraiment mal connaître Sue Bird que de penser ça. Lors de la saison 2016, la meneuse connaît une nouvelle jeunesse. Elle se transforme en snipeuse à 3 points tout en terminant la saison comme meilleure passeuse de la ligue. À 36 ans, la voici élue dans la All-WNBA First Team pour la première fois depuis 12 ans. Sauf que dommage, ça ne suffit pas. Le Storm fait bien les playoffs, mais échoue au premier tour face au Dream. Et vous imaginez, Sue Bird, son objectif est bien plus haut. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré le départ de Betty Lennox en 2008, celui de Swing Cash en 2011 et la retraite en 2012 de Lauren Jackson, notre meneuse n'est enfin plus seule. En 2015 et en 2016, le Storm a à nouveau obtenu le first pick pendant 2 années de suite. Alors bienvenue à Jewel Lloyd et Brianna Stewart qui toutes les deux avaient un avenir hyper prometteur. Même si ça semblait être des choix évidents, félicitons quand même les dirigeants du Storm qui ont eu du nez sur ce coup-là. Après c'est quand même plus facile quand t'as tout le temps les premiers picks de draft. C'est sûr, mais c'est comme ça. Et là, le potentiel de cette équipe qui mixe jeunesse et expérience est totalement ouf.
Sauf que tu connais, rien n'est jamais rose. En 2017, peu avant la saison, le genou de Bird pète à nouveau, la tuile. Encore une opération prévue pour elle et une absence d'une durée indéfinie. Mais à la grande surprise de tous, la voilà prête à jouer moins de 2 mois après son passage sur le billard. Déjà, personne n'imaginait une reprise si vite, surtout à son âge. Je ne rigole pas quand je dis que c'est une battante. Surtout que là, elle assure carrément. Elle remporte sa 10e sélection au All-Star Game, une marque historique, et bat même le record de passes décisives de l'événement avec 11. Quelques mois plus tard, elle enchaîne. Sue Bird, avant de devenir la joueuse qui aura fait le plus de matchs en WNBA de toute l'histoire, dépasse Tisha Penicheiro et devient la joueuse ayant fait le plus de passes décisives all-time dans cette ligue. Énorme, cette saison est vraiment celle de tous les accomplissements individuels pour Sue Bird. Sauf que, encore une fois, collectivement, ça ne va pas au bout et le Storm s'incline au premier tour. Ça fait de la peine un peu après toutes ces blessures. La meuf se bat, donne tout, mais à chaque fois il manque un petit truc pour le glaner ce 3e titre. Mais attendez, ce n'est pas parce qu'à ce moment-là elle va sur ses 38 ans que tout est foutu, et la saison 2018 nous le prouve. Avec 7,1 passes décisives de moyenne sur la campagne, Sue Bird réalise sa meilleure marque en carrière dans le domaine. En parallèle, elle bat tout plein de records de longévité, mais surtout elle est à droite comme jamais. 45% de réussite à 3 points en prenant plus de 4 en moyenne par match, vous imaginez le truc? Avec ça, le Storm atteint les demi-finales et tient à aller au bout cette fois-ci. Attends, là tu dis demi-finale, alors tout à l'heure tu parlais de finale de conférence. Ouais, parce qu'à travers les saisons, le format de la WNBA a beaucoup changé avant de devenir en 2016 celui qu'on connaît aujourd'hui. Désormais, il y a plus de conférences, il y a des matchs de barrage, mais aussi des séries au meilleur des 5 matchs à partir des demi-finales. Et justement, cette demi-finale de 2018 face au Mercury est complètement dingue. Les deux équipes sont à 2 partout et doivent s'affronter lors d'un Game 5 décisif. Là, face à Taurasi, vous le savez, sa pote de toujours, qui est encore là-bas, Bird ne tremble pas. Sur le Game de la mort, elle bat son record en saison avec 22 points, dont 14 dans le dernier quart et permet aux Siennes d'accéder au final pour la première fois depuis 2010. Là, en face d'elle, les Mystics, et c'est une formalité. Sweep 3-0 pour le Storm, et 3e titre en carrière pour Sue Bird. Sauf que quelques mois après, encore une fois, méga tuile. Brianna Stewart, qui vient d'être élue MVP des finales, se fait le tendon d'Achille en finale de l'Euroleague. En parallèle, Bird a le genou qui grince et n'en peut plus de ses douleurs lancinantes. Sachant que sans Stewart, la saison du Storm risque d'être compliquée, Bird décide de se faire opérer, elle aussi. 6e opération au même genou depuis le début de sa carrière. Lors de la saison 2019, aucune des deux ne jouera, mais finalement, ça aura peut-être été un mal pour un bien. Ah ouais, le Storm a tout pété sans elle? Tout pété, non, mais ça allait. Les filles de Seattle sont allées jusqu'au barrage quand même, mais ce n'est pas de ça dont je veux parler. Si je dis que c'est un mal pour un bien, c'est que pour le début de la saison 2020, Sue Bird et Brianna Stewart sont arrivées toutes retapées. La meneuse a encore amélioré son adresse à 3 points avec 47% de réussite derrière l'arc, un truc de malade, tandis que l'intérieur, de son côté, avec des moyennes de 20 points et 8 rebonds par match, était clairement revenu au level qui était le sien. Ils sont rares les sportifs qui arrivent à faire ça après une rupture du tendon d'Achille. Et là, porté par ces deux stars, bim, retour en finale pour le Storm, cette fois-ci face aux Las Vegas Aces. Bon, et autant aller vite, disons-le, ces dernières n'ont rien pu faire. Dans le match 1 déjà, Sue Bird bat le record de passes décisives de l'histoire des finales WNBA avec 16. En première mi-temps, la meuf en a délivré 10 en 14 minutes seulement. 10 en 14 minutes, je ne sais pas si vous réalisez. C'est ainsi qu'aux côtés d'une Brianna Stewart, encore une fois MVP des finales avec ses 28 points de moyenne, Sue Bird remporte son 4e titre WNBA sur un score de 3-0. C'était il y a seulement quelques jours, à l'approche de ses 40 ans. Grâce au passage de Sue Bird, le Storm est aujourd'hui l'équipe la plus victorieuse de l'histoire en WNBA avec les Comets et le Lynx. Elle, avec sa 4e bague, est devenue la seule joueuse WNBA de l'histoire à avoir remporté au moins un titre dans 3 décennies différentes. Pour info, en plus de 70 ans de NBA, les seuls mecs qui l'ont fait sont Tim Duncan et John Salley. C'est dire la valeur de l'accomplissement. En fait, t'es en train de nous présenter le GOAT du basket féminin, là, c'est ça? Non, c'est chaud de dire ça. Bird est une super meneur organisatrice, sûrement la meilleure de l'histoire, mais jamais elle n'a gagné toute seule. Elle a plein de records de longévité, c'est vrai, mais en parallèle, jamais elle n'a été MVP ou MVP des finales, par exemple. Du coup, j'aurais tendance à mettre des filles comme Diana Taurasi, Maya Moore, Tamika Catchings, Cheryl Swoops, Cynthia Cooper ou Lisa Leslie devant Bird. Enfin, devant, je sais pas, ça mérite vraiment d'être étudié, mais au moins dans la même discussion. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'au vu de sa longévité et tout ce qu'elle a accompli, elle est sans aucun doute le GOAT du basket féminin à Seattle. Sauf que ça, c'est une étape, mais ça ne répond pas à ma question du jour. Moi, ce que je voulais savoir, c'était si Sue Bird était le GOAT dans la globalité de l'histoire du sport de la cité d'Emeraude, et sachant que la ville a une belle histoire de ce côté-là, ça va être chaud. Mais avant d'étudier ça, je veux quand même ouvrir une dernière parenthèse, même si ça ne rentre pas forcément directement dans le débat du jour. Déjà, faut savoir que cette saison, Sue Bird faisait partie des joueuses les mieux payées en WNBA, avec un salaire qui était proche de 215 000 $ par an. En comparaison, ça représente à peu près 3% du salaire moyen chez les mecs. Alors ok, la saison WNBA est moins longue et s'étale habituellement de mai à septembre. Ok, les joueuses sont moins bankables, vendent moins de maillots et signent beaucoup moins de contrats publicitaires, mais quand même, un tel écart est un scandale. Voilà pourquoi la plupart des stars du championnat américain ont aussi un contrat en Europe. Et oui, tant qu'elles sont assez jeunes et qu'elles
elles ont assez d'énergie pour le faire, elles enchaînent 2 compétitions de très haut niveau à la suite, parfois pendant plusieurs années, c'est complètement ouf. Et je parle pas des saisons où en plus il y a eu des coupes du monde ou des jeux olympiques. Du coup, sachez, juste pour info, que Sue Bird a passé 10 ans en Russie jusqu'en 2014 et qu'elle a remporté pas moins de 5 Euroleague et 5 titres nationaux, dont certains avec sa coéquipière au Storm Lauren Jackson et sa pote de fac Diana Taurasi. Boum! J'adore ce mème. Sauf que c'est pas tout, parce que oui, évidemment, la meneuse a porté le maillot de Team USA aussi. Et là, y a pas à bégayer, 4 victoires au JO, 4 de plus en Coupe du Monde. Sachez que dans le basket international, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, personne n'a obtenu plus de succès que Sue Bird. Comment tu peux rêver mieux? Si on affiche son palmarès complet, c'est un truc de malade mental. Ok, par contre, je ne suis pas sûr que ça compte ce qui s'est passé en Russie ou encore sous le maillot de Team USA pour élire le GOAT de Seattle. Ouais, j'entends et je te rejoins plutôt là-dessus. Ce qui est important, c'est surtout ce qui s'est passé à Rainy City. Du coup, mettons les trophées qu'elle a eu en NCAA, en Europe ou avec Team USA de côté. Il nous reste donc tout ce qui s'est passé à Seattle et notamment les 4 titres. Ça va compter, bien sûr. Et c'est maintenant que ma vidéo va devenir intéressante parce que, comme prévu, on va comparer ce qu'a fait Sue Bird à ce qu'ont fait les principaux acteurs du sport dans l'histoire de Seattle. Pour commencer, on va aller en terrain connu et parler de basket. Pour ce faire, évoquons les regrettés Seattle Supersonics. Alors ok, l'équipe a obtenu un trophée en 1979, mais peu importe. Pour moi, le meilleur joueur de l'histoire de la franchise est arrivé plus tard, et je veux parler de Gary Payton. En 13 saisons sous le maillot des Sonics, on se rappellera de lui comme l'un des meilleurs défenseur au périmètre de l'histoire. Lorsqu'avec son pote Sean Kemp, il a atteint les finales NBA en 1996, la hargne avec laquelle il a défendu sur Michael Jordan fut incroyable. Et même si ça n'a pas suffi pour un titre et que ça ne peut donc pas être noté là-haut, on se rappellera quand même de ses awards individuels. Deepoy en 1996, 9 fois All-Star, 9 fois All-NBA, 9 fois All-Defensive. Son palmarès solo se rapproche à peu près de celui de Sue Bird. Sauf que sans même parler des résultats collectifs qui donnent l'avantage à la meneuse sans hésiter, je veux parler d'un truc. Bird est probablement la meilleure point guard de l'histoire de la WNBA. Elle est aussi la meilleure passeuse all-time dans cette ligue. Payton, je l'aime beaucoup, et je pense qu'on peut dire à peu de choses près qu'il se situe aux alentours des 10 meilleurs meneurs all-time en NBA, mais top 1, jamais de la vie, la discussion est impossible. Alors que Sue Bird, si, alors désolé de Glove, mais si je dois élire le GOAT du sport à Seattle, je la mets devant toi. Je peux aussi parler de Kenny Griffey Jr., qui a mis les Mariners sur la carte au baseball, et qui détient une grosse place dans le cœur des fans de Seattle. Comme Payton, il a été introduit au Hall of Fame dans son sport. Ok, c'est pas le cas de Sue Bird, mais ce n'est qu'une question de temps, croyez-moi. Forcément, Griffey Jr., avec ses 13 ans passés dans la ville, est une icône. 10 fois All-Star, 4 fois recordman du nombre de home runs en une saison, le mec individuellement a fait des choses très lourdes. C'est peut-être même supérieur à ce qu'a fait Sue Bird. Sauf que voilà, jamais le gars n'a remporté de titre. Il n'a même jamais mis un pied dans les World Series, c'est-à-dire les finales. Là-dessus, collectivement, il ne peut absolument pas rivaliser avec Sue Bird et ses 4 bagues. Donc clairement, Ken Griffey Jr. est une légende à Seattle, mais pour moi, la meneuse se classe forcément devant lui. Du coup, au suivant, et on reste dans le baseball avec Ichiro Suzuki, dont les perfs individuels et collectifs sont assez proches de celles de son prédécesseur. En 14 ans à Seattle, il a obtenu 10 sélections All-Star et un trophée de MVP lui aussi. Il a été aussi pendant 2 ans le meilleur joueur de MLB à la batte, et dans l'histoire, il se place parmi les meilleurs dans ce domaine. Donc grave que c'est lourd, mais encore une fois, comment tu veux être le GOAT quand t'as pas été champion? Quand on sait qu'en plus de ça, Suzuki n'a jamais mis un pied en playoff, ça l'écarte complètement de cette discussion. D'ailleurs, faut savoir que les Mariners sont la seule équipe de toute la MLB à ne jamais avoir participé aux World Series. Impossible donc pour moi d'attribuer le trophée de GOAT de Seattle à un joueur de baseball. T'avais évoqué le soccer aussi en intro, et moi il y a un nom qui me parle, Clint Dempsey, que j'avais pu suivre un peu lors des dernières Coupes du Monde. Alors ouais, Clint Dempsey, on peut en parler, mais ça va aller vite. Bon, il est peut-être le meilleur footballeur homme de l'histoire de Seattle. Il a fait quelques trucs cool, comme remporter 2 coupes avec les Sounders. En gros, ces 2 coupes là, ce serait plus ou moins l'équivalent de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue dans l'Hexagone. Alors c'est pas mal, hein, et ça fait des récompenses collectives comparé aux 3 gars qu'on vient d'étudier, c'est-à-dire Payton, Griffey Jr. et Suzuki, mais ça représente pas non plus le titre suprême. Puis individuellement non plus, en seulement 5 saisons dans la ville du Nord-Ouest, il ne fait pas le poids pour être dans la discussion du GOAT. Allez, on zappe. Mais tant qu'on parle de foot aussi, on va évoquer Megan Rapinoe, qui d'ailleurs est la compagne de Sue Bird. Elle joue pour Seattle depuis 2013. En 2019 par exemple, elle a été élue meilleure joueuse FIFA, mais aussi Ballon d'Or féminin. En gros, là on parle plus ou moins de la meilleure joueuse de la planète actuellement. D'ailleurs, elle a également gagné la Coupe du Monde en 2015 et en 2019. C'est lourd, mais là encore, tu peux pas tester Sue Bird. Les 2 Coupes du Monde de Rapinoe, vu que ça s'est fait au niveau international, ça compte pas pour Seattle. Et même si ça avait été le cas, je pourrais contrebalancer avec les 4 championnats du monde et les 4 médailles olympiques de Bird. Et si on ne se concentre que sur ce qui s'est passé dans la ville du grunge, Rapinoe avec le Reign a eu beau terminer 2 fois à la première place de la saison régulière, elle n'est jamais allée au bout, donc ça ne suffit pas. Allez, next. En fait, le seul qui pourrait éventuellement rivaliser, selon moi, c'est Russell Wilson. Le quarterback, dès sa 2e saison, a remporté le Super Bowl avec les Seahawks, le seul et l'unique de toute l'histoire de la franchise. Et vous le savez autant que moi, remporter un Super Bowl en termes de buzz à l'échelle américaine et même mondiale, c'est bien supérieur à
n'importe quel trophée collectif. Mais voilà, ça ne reste qu'un seul Super Bowl. Bon, aujourd'hui, Wilson n'a que 31 ans, et en tant que quarterback, il lui reste peut-être quelques belles années devant lui. Avec 7 Pro Bowl disputés aussi, l'équivalent des All-Stars, il se place bien également d'un point de vue individuel, mais pareil, il est encore très loin de ce qu'a fait Sue Bird dans sa ligue. Et tu penses pas qu'il peut la rattraper dans les années à venir, justement? Bah disons que ouais, c'est sûr, il peut encore gagner des trucs, mais de là à avoir un palmarès aussi rempli que celui de Sue Bird, je ne crois pas. Alors ok, c'est clair, le buzz au niveau mondial est bien plus autour de Russell Wilson que de Sue Bird, sa place dans la pop culture est également bien supérieure à celle de la meneuse. Mais est-ce pour autant pour ça qu'on doit en faire le GOAT de Russell Wilson? Je ne crois pas. À ce jour, Sue Bird a accompli pour Seattle beaucoup plus de choses que n'importe quel autre sportif, et c'est bien l'une des raisons pour laquelle je veux que ce soit elle le GOAT de la cité d'Emeraude. En fait, le problème avec Sue Bird, c'est qu'elle n'est pas exposée. La WNBA dispose d'une diffusion bien faible par rapport à d'autres ligues comme la NBA ou la NFL. En comparaison, Sue Bird, joueuse plutôt bien payée à son échelle, comme on le disait, gagne 163 fois moins que Russell Wilson qui lui est le joueur le mieux payé en NFL. Ouais, il faudrait 163 saisons à la meneuse pour remporter ce que le quarterback gagne en un an. Et encore, Bird est une superstar, imaginez la comparaison avec les joueuses de bout de banc en WNBA. Mais revenons à Sue, et cette différence de salaire, qui se joue notamment au niveau des droits TV, est assez gerbante tant elle est une icône de son sport. Après, c'est pas la faute des joueurs, c'est le système qui est comme ça, mais je trouve ça bien pourri, surtout que Sue Bird a largement dépassé les limites du sport. Ouais, en parallèle, je veux ajouter que quand les Sonics ont été vendus en 2006, les fans de basket de Seattle auraient pu se retrouver orphelins. Parce que ouais, à la base, le Storm aurait dû bouger en même temps. Sauf que grâce au titre remporté en 2004, un groupe de businesswomen soutenu par Lauren Jackson et Sue Bird a pu racheter la franchise et la faire rester dans la ville. Du coup, ouais, j'ai pas peur de le dire, si le basket a été sauvé dans la ville de Seattle, c'est en grande partie grâce à Sue Bird, et ça rajoute encore des lignes dans sa légende. Puis en dehors du terrain, c'est un exemple aussi. Cette saison encore, elle s'est largement faite remarquer dans ses discours de soutien pour les causes Black Lives Matter ou LGBTQ. Quand on lui demande comment elle en est venue à être si militante, elle répond en expliquant que sa place de joueuse de basket l'a poussée toute sa vie dans ce sens-là. En tant que basketteuse, nous avons eu à nous battre constamment. Actuellement, nous sommes à une époque où beaucoup de choses importantes font surface. Nous, la seule chose que nous avons toujours voulu était d'être jugés en tant que basketteuse. Imaginez comment ce serait incroyable si un jour on ne parlait plus que de la façon dont on joue, et non pas de notre apparence physique ou de notre vie privée. Et pour qu'on parle de son jeu, justement, Sue Bird a fait en sorte de devenir la meilleure basketteuse qu'elle pouvait être. Depuis la fac, elle a toujours eu un quotidien drivé par une éthique de travail, une combativité et une hygiène de vie irréprochable. Elle s'entoure de professionnels du sommeil, de la nutrition, et est à la pointe sur toutes les technologies concernant la santé. Tout ça pour exceller dans son domaine. Pour conclure, Sue Bird est une battante, une winneuse, mais aussi un modèle pour la ville de Seattle. Malgré les blessures, les défaites, les reconstructions ou encore l'éloignement avec sa famille ou la météo affreuse qu'il y a dans le nord-ouest, toute sa vie, elle est restée attachée à la cité d'Emeraude. J'ai lu dans une interview la phrase qui guide sa vie depuis tout petit, et franchement, quand on connaît un peu la carrière de la joueuse, je trouve qu'elle prend tout son sens. Les moments difficiles ne durent pas, mais les personnes fortes, si. Une personne forte, Sue Bird en est une, il n'y a pas de doute. Alors pour ça, pour sa fidélité, son investissement à la ville, mais aussi pour son palmarès incroyable, que ce soit au niveau individuel ou collectif, Sue Bird mérite pour moi la place de GOAT du sport de Seattle. Voilà pour ce qui est de Sue Bird, voilà pour ce qui est de mon 27ème Coast to Coast. Du coup, est-ce que ça vous a plu que je parle un peu de basket féminin? Je le sais, ça se fait pas trop sur YouTube, et je suis pas certain que cette vidéo fonctionne un max. Puis pareil, il faut être conscient aussi que même si j'ai envie de rattraper le retard, je m'y connais beaucoup moins en WNBA qu'en NBA. Parce que ouais, quand même, c'est du basket, et quoi qu'il arrive, le basket ça m'intéresse. Mais surtout la vérité, c'est que j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo. Parce que ouais, Madame Sue Bird méritait vraiment pour moi que je lui rende hommage suite à son 4ème titre. Du coup, ça me ferait plaisir que ça vous ait fait plaisir, à vous aussi, et n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, j'en ai besoin. Faut que je vous le rappelle aussi, en ce moment sur Instagram, je fais gagner plusieurs exemplaires de l'excellent bouquin du frérot Lucas Heidi. Du coup, venez me follow si vous voulez participer, mais faites-le aussi sur Twitter pour multiplier vos chances. Et pour finir, vous connaissez les bails, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifs. Puis si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu, posez un com, vous pouvez même faire un petit tip sur Tipeee si vous avez vraiment kiffé. Ça soutiendrait à fond, mais ça, vu que vous êtes des bons, vous le savez déjà. A très vite. Bye.